Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous. Permettez-moi tout d'abord de remercier, bien sûr, tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de cette conférence. Alors, les Amis de la Liberté, nous avons le Centre de recherche en histoire des idées et l'IAE. Nous nous retrouvons dans ces locaux, nous avons beaucoup de plaisir et je remercie cette équipe de l'IAE avec tout le cœur. Et j'ai une pensée aussi pour Marie-Ange Mario qui nous a aidés pour et facilité cette conférence. Je remercie aussi chaleureusement mon ami Daniel Amidro pour son assistance et la logistique pour vous présenter cette conférence qui, nous pensons, vous plaira et va susciter quelques réflexions. Alors, la conférence, voilà, vous avez au tableau les grandes lignes, négritude, créolité, créolisation, métissage. Négritude, c'est un mot quelquefois qui suscite beaucoup de réflexions, quelquefois des controverses. Mais il faut savoir que Aimé Césaire ne l'a pas choisi au hasard. Il faut quand même arriver à dépasser ce stade et exorciser certaines expressions. Et c'est ainsi que l'homme peut se retrouver en harmonie avec lui-même et aussi avec les autres. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Découverte du bassin caribéen. Alors, découverte du bassin caribéen. Comme je citais tout à l'heure, négritude, créolité, créolisation, métissage. Une première partie, parcours littéraire. La genèse de la littérature caribéenne. Césaire, Fanon, Glissant et les autres. Et puis une conclusion. Alors, la deuxième partie, parcours artistique, la Martinique, la Guadeloupe, et aussi une conclusion. Alors, nous allons revenir sur la carte du bassin caribéen. Comme vous voyez, nous avons l'arc des Caraïbes qui part de Cuba. Ensuite, vous avez la Jamaïque en dessous. Sur la droite, Haïti et Saint-Domingue. En fait, c'est la même île qui s'appelait Haïti avant, Hispaniola, et après l'indépendance d'une partie de cette île, c'est de l'histoire de France, parce que les Haïtiens ont pris leur indépendance. Ils ont terrassé l'armée de Napoléon. Ça a été la première république noire. Et l'autre versant de l'île, c'est la République dominicaine, que nous appelons Saint-Domingue. Encore, on continue sur la droite, vous avez Porto Rico. Après, au nord, les îles Vierges. Vous avez l'Anguille, sur la droite. Saint-Martin, qui ont été des dépendances de la Guadeloupe. Et
Saint Kitts, Nevis. Sur la droite, Barbuda et Antigua. Montserrat, là où le volcan a explosé. Ensuite, la Guadeloupe. Après, vous avez la Dominique, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbados. Sur la gauche, les Grenadines, Grenade, Tobago, Trinidad and Tobago, juste en face du Venezuela. Sur la gauche, en face du Venezuela toujours, vous avez Curaçao. Curaçao, c'est une île néerlandaise. Alors, il faut savoir que vous avez le Venezuela, la Colombie, le Panama, l'Amérique centrale, le Costa Rica, le Honduras, le Nicaragua. Et on remonte vers Belize, Mexico. Tout ceci, c'est le bassin caribéen. Il faut savoir que vous avez des pays anglophones, hispanophones, néerlandais et français. Alors, dans cette Caraïbe, la Guadeloupe et la Martinique sont des îles françaises. Dans cette Caraïbe, vous avez deux pays qui parlent français, qui sont français, la Guadeloupe et la Martinique. Vous avez aussi Haïti, qui est francophone. Et tout le reste, Cuba, espagnol, Saint-Domingue, espagnol, les îles Vierges, anglophones, et tout le nord de la Guadeloupe, ce sont des îles anglophones. Et aussi le sud, encore des îles anglophones. Et dans toutes ces îles anglophones et francophones, nous parlons créole. Il faut savoir que le créole est parlé dans nombreux pays de la Caraïbe. Le créole est parlé aussi dans l'océan Indien. Et nous verrons ça tout de suite avec la partie les créoles. Alors, l'histoire des Caraïbes commence au début de notre ère par l'arrivée des Arawaks et des Taïnos, puis des Caraïbes. Bien longtemps après, les Vikings débarquèrent au nord de l'Amérique. Ils furent les premiers Européens à s'aventurer dans la région. Le monde créole est constitué par un ensemble de territoires, principalement des îles, situées dans la zone américano-caraïbe et dans l'océan Indien. Peuplées par des colons français à partir du XVIIe siècle, qui les ont très vite vidées de leur population, et vous savez comment. Elles ont été vouées par la colonisation à la production de denrées dont l'Europe manquait. Sucre, tabac, café, épices. Ce développement agro-industriel a rendu indispensable alors l'apport de masses importantes de populations serviles. Le terme créole est entré dans le dictionnaire de Furetière en 1690, avec la définition suivante. Criole, c'est le nom que les Espagnols donnent à leurs enfants qui sont nés en Inde. Il cédera peu à peu la place à créole, qui désigne alors la zone américano-caraïbe. Aux Petites Antilles, créole ne peut désigner que des Blancs. Joséphine de Beauharnais en fut le stéréotype de la belle créole.
Il existe dans le monde des créoles anglais, espagnols, hollandais, français, portugais. Ce qui explique le lien étroit entre la créolisation et les colonisations européennes. L'apparition des langues créoles est directement liée aux colonisations européennes de peuplements qui ont donné naissance à des sociétés coloniales esclavagistes. On ne trouve pas de créole au Canada ou en Algérie, où il y a peuplement français, mais pas de société esclavagiste. On ne rencontre pas non plus en Afrique ou à Madagascar, car le peuplement français n'était pas suffisamment important. Dans la zone américano-caraïbe, on rencontre des expressions caraïbes, bien sûr, Ibo, Jola. Les créoles français apparaissent comme des systèmes tout à fait autonomes, incompréhensibles pour les francophones. En outre, des particularités s'y mêlent entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et ceux de l'océan Indien. Il faut savoir que créole est le résultat de l'ancrage dans une réalité nouvelle elle-même, issue de la colonisation, de la rencontre de plusieurs civilisations, l'africaine, l'amérindienne, l'européenne et l'indienne. Nous abordons maintenant la genèse de la littérature caraïbe. Brosser un tableau véridique de cette littérature implique le rappel de certains éléments majeurs, car en effet, les conditions historiques, sociales, politiques, religieuses, culturelles et identitaires jalonnent la vie des individus de ces régions, en dépit des différences linguistiques ou coloniales. À la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, c'est dès l'origine que la littérature moderne a voulu rompre et répondre au souci de s'épanouir dans le cadre de traditions culturelles européennes et de célébrer, au fond, sa connivence identitaire avec les résistances locales aux parasites des opprimés. Comme l'écrivait le poète romantique créole Nicolas Germain Léonard. À force de travaux de peine, de supplices, on leur fait un enfer en ces lieux de délices. Nous avons ici la photo de ce poète, Nicolas Germain, 1744-1793. Ainsi s'est développée depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1920 une tradition poétique et romanesque attachée à imposer à l'Europe la reconnaissance de son expression littéraire, légitime esthétique de la résistance au statut de sauvage inhumanité. Le paradoxe est que le déni de cette condition passa par l'oubli littéraire de sa représentation. Les poètes antillais de l'époque ne parlaient jamais de la condition inhumaine de ces sociétés. Ils mettaient en avant la beauté du paysage. Attachés à la description du paradis raté offert à leur nostalgique contemplation, ils ont bâti un paysage désert pour mieux dépasser le cauchemar historique des saisons de l'enfer. En 1921, René Maran, guyanais, obtient le prix Goncourt, mais scandale, il ose promouvoir l'homme noir à la dignité littéraire.
Administrateur colonial, il prenait parti pour ces hommes oubliés, peu considérés. De retour en France, René Maran participe aux mouvements qui feront évoluer la conscience noire. En 1927, la revue Luciole, inaugurée à la Martinique par le texte manifeste du poète Gilbert Gracian, véritable initiateur d'une politique de l'identité, avec son credo de s'en mêler. Au travers des mouvements culturels des Antilles françaises, depuis les années 1920 jusqu'à la départementalisation de 1946, de Luciole à Légitime Défense jusqu'à Tropique et la revue guadeloupéenne, c'est une dualité fondamentale qui se fait pure et nourrit tous les élans littéraires que les ambiguïtés et les contradictions des stratégies politiques. À savoir que même parmi les hommes qui défendaient, comme l'écrivait Césaire, les Antilles côté histoire, les Antilles côté volonté d'en finir d'être les Antilles, je veux dire en marge de l'histoire. Le cul-de-sac innommable de la faim, de la misère et de l'oppression. À Paris, dans les années 1930, un groupe d'étudiants crée la Revue du Monde Noir. 1932, publication du seul numéro de la revue, Légitime Défense, proche du mouvement surréaliste et des conditions politiques des intellectuels qui la composaient, la revue dénonce le manque de personnalité des écrivains antillais, leur reprochant de ne pas s'intéresser aux réalités de leur pays. Le surréalisme, à mi-chemin entre la philosophie et l'art, leur semblait apte à fournir les moyens de réflexion propres à dépasser le mimétisme de l'Occident et aussi de rompre avec les structures intellectuelles aliénantes et assimilationnistes qui s'étaient installées dans les colonies. Aussi, Légitime Défense s'inspira des travaux de Freud et surtout de son essai Malaise dans la civilisation, qui fournit les clés indispensables à l'analyse des mécanismes et des effets de l'aliénation culturelle. Il retient en particulier, je cite, que pour imposer son modèle de culture, c'est-à-dire celui des groupes dominants, la société exige de l'individu un degré de renoncement tel que l'aliénation concomitante devient cause de névrose. Fin de citation. Ces étudiants antillais se sentirent aussi concernés par le marxisme-léninisme. La doctrine elle-même, en dévoilant les règles de l'exploitation capitaliste, leur montrait les fondements de l'aliénation coloniale. Ainsi, ces différents courants de pensée permirent non seulement une conscientisation d'une partie de leurs élites, mais aussi de poser le problème de l'émancipation culturelle des écrivains antillais et de tous les travailleurs. À la veille de la Seconde Guerre, Aimé Césaire, martiniquais, Léon Gontran Damas, guyanais, et Léopold Sédar Senghor, sénégalais, créent à Paris l'étudiant noir. Pour Césaire, nous n'étions plus un étudiant martiniquais, guyanais, sénégalais, mais nous étions plus qu'un seul et même étudiant noir. Il s'agit de revaloriser l'homme noir, de rendre vivante pour l'antillais la partie oubliée, l'origine africaine. Mais nous y reviendrons. À la Guadeloupe,
Guy Tyrolien appartenait à une génération qui suit de très près la négritude. Son œuvre s'y rattache. Édouard Glissant, à la Martinique, la prolonge. L'ensemble de son œuvre est une tentative de dépassement de la négritude. Nous avons Édouard Glissant sur la droite de la photo. Et en face, c'est Brigitte Girardin, qui était à l'époque ministre des Outre-mer. Et moi, je suis juste à côté, vers le milieu. Ça se passait au Salon d'automne à Paris en 2006, puisque le Salon d'automne, à cette époque, avait fait une ouverture sur la Caraïbe. Alors, pour la Martinique, il faut citer Xavier Orville, Tony Delcham, Marie-Reine de Jeanne, descendante de premiers colons, auteur de la Grande Béquier, mise en scène par Daniel Auteuil. Joseph Zobel. Joseph Zobel avec son roman Roucas-Nègre. Peut-être que certains d'entre vous ont dû voir ce film. Roucas-Nègre, mise en scène par la cinéaste martiniquaise Eugène Palsy. Et bien sûr, Patrick Chamoiseau, prix Goncourt, 1992, qui lui aussi développe à travers ses romans le courant dit de la créolité. Avec une soixantaine de livres, il a remporté de nombreux prix littéraires et une reconnaissance internationale. Il est l'une des figures majeures de la littérature martiniquaise et caribéenne contemporaine. Raphaël Confiant est parfaitement bilingue. Créole, français, il maîtrise également l'anglais et l'espagnol. Il est l'un des rares auteurs martiniquais à avoir une authentique expertise du créole. Et aussi Simone Henri Valmore. Elle est ethnopsychanalyste et écrivain. Elle est venue à Nice à plusieurs reprises et a donné des conférences ici même à Saint-Jean-Mandély et aussi à l'UNICEF. Prix Fanon, France Fanon en 1989 et des romans, Dieu en exil, Voyage dans la magie antillaise aux éditions Gallimard, Aimé Césaire, le nègre inconsolé, L'autre bord et bien d'autres. Alors, nous continuons dans notre périple. À la Guadeloupe, pour Daniel Maximin, il s'agit d'abord de nommer, de prendre en compte tout l'héritage et quels que puissent être les états d'âme, faire des additions, réunir. Ernest Pépin, lui, puise son inspiration dans le fin fond de l'âme guadeloupéenne et de la Caraïbe. Il obtient le prix littéraire des Caraïbes en 1993 pour son roman L'homme au bâton, publié aux éditions Gallimard. Citons aussi Fortuné Chalumeau, Max Jeanne, Max Ripon et Sonny Rupert avec son recueil Cette âme brisée, ma terre natale. À l'image de Solitude, j'aimerais dire deux mots sur Solitude. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez entendu parler. Je sais que François Hollande avait proposé Solitude en même temps que Marie Curie et d'autres pour le Panthéon. Finalement, Marie Curie a été choisie. Bien sûr, personne ne connaît Solitude. Solitude, on l'appelait la mulâtresse Solitude. Elle a lutté aux côtés de Delgrès et Ignace contre les troupes de Victor Hugo qui étaient venus établir l'esclavage à la Guadeloupe après le décret de Napoléon. Et ils l'ont
assassinée. Son corps fut découpé et jeté dans de l'acide. Elle était enceinte. Ça, c'était en 1802. Alors, je disais, à l'image de Solitude, les femmes luttent aux côtés des hommes. Simone Schwarzbach, Gisèle Pineau, Florette Morand, qui malheureusement nous a quittés, Lucie Julia. Lucie Julia, c'est une dame qui m'a connu, elle m'a vu naître. Et Lucie Julia est née en 1927. Elle obtient le prix littéraire des Caraïbes en 1990 pour son roman Mélodie des Faubourgs aux éditions L'Harmattan. Elle fut la première présidente de l'Union des femmes guadeloupéennes qui remplaça la Fédération de l'Union des femmes françaises. Et puis, bien sûr, Maryse Condé, prix Nobel de littérature en 2018. Alors, Maryse Condé, nous en reparlerons aussi. C'est une dame qui a vécu en Afrique et qui a eu un périple très important, très intéressant. Et maintenant, nous abordons le volet des auteurs. Et pour ce volet des auteurs, je vais citer quelques vers que peut-être vous reconnaîtrez. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. Vous l'avez sûrement reconnu, il y a sa photo, Aimé Césaire. En 5 vers, tout est dit. Son envergure littéraire et politique en fait une des figures du XXe siècle, homme de conviction et de création, de témoignage, de fidélité d'abord à l'histoire, l'exigence du droit à la mémoire, le refus du silence sur les crimes du passé, le génocide amérindien, la traite, l'esclavage et l'oppression coloniale, dont les séquelles, aujourd'hui encore, ne sont pas entièrement éradiquées. Et je cite Daniel Maximin, écrivain romancier guadeloupéen. L'exigence de témoigner des combats incessants de son peuple pour la liberté et sa dignité. Dès son premier texte, le cahier d'un retour au pays natal, la volonté de peindre la métamorphose de cette foule inerte, brisée par l'histoire, en un peuple debout, un pays debout, structure tout le mouvement de ce poème qui, depuis 50 ans, fait le tour du monde pour éveiller la mémoire et l'espoir des opprimés avec sa célèbre proclamation « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ». Mais au-delà du témoignage, Césaire est aussi l'homme du vouloir, c'est-à-dire de l'action et de l'engagement collectif tout au long de sa longue carrière politique. Tout au long de sa carrière, pendant des décennies où il a représenté sans rupture la Martinique à l'Assemblée nationale, des générations de députés de tous bords revenaient en séance quand il y avait la parole pour apprécier les qualités de style, d'humour et de pugnacité du grand orateur, mais aussi et surtout la conviction, la rigueur et l'amplitude de vision de l'homme politique. Il ne s'est jamais englué dans les courts termes politiciens, le souci partisan ou le sectarisme idéologique. Il a au contraire donné l'exemple de ruptures risquées et solitaires. Lorsqu'il écrit ces 2 grands textes politiques majeurs qui sont
le discours sur le colonialisme et sa lettre de démission à Maurice Thorez, accompagnant en 1956 sa démission du Parti communiste dont il était la principale figure issue de l'écologie. C'est sans doute sa puissante créativité poétique et dramatique qui l'ont aidé à préserver sa soif irrémédiable. Malgré toutes les sécheresses et tous les cyclones subis dans son histoire, Césaire a toujours gardé son cap. C'est par exemple son théâtre où défile dans les 4 pièces une galerie de bâtisseurs sur les champs de ruines de l'histoire. Les 2 héros mythiques du rebelle et de Caliban, qui encadrent les 2 figures historiques du roi Christophe et de Patrice Lumumba, creusant jusqu'à la mort les fondations de leur nation, toutes neuves à Haïti et au Congo. Et nous arrivons à la négritude. Pour Césaire, la négritude devait avoir pour objectif de redonner à l'homme noir son identité raciale et à la race noire sa place dans l'histoire et le temps. Retrouver cette identité, retrouver le nègre fondamental, n'était pas réductible à une simple libération d'une tutelle politique ou économique. Il s'agissait d'un mouvement d'ordre ontologique, comportant la valorisation de l'homme noir. Dans cette perspective, la négritude débouche sur une aspiration à la fraternité humaine. La fraternité humaine. Comme l'a décrit Césaire dans son fameux texte « Et les chiens se taisaient », dans lequel il affirme que sa race, écoutez, sa race est la race humaine, sa religion, la fraternité. Mais la philosophie de la négritude césarienne se transforme en idéologie quand Césaire inverse, pour valoriser l'Afrique, l'ordre des associations et l'image stéréotypée admises communément. Cette dernière devient douceur, culture, civilisation, l'Europe, sauvagerie, barbarie, guerre. Ce mécanisme de revalorisation et dévalorisation exprime une inversion idéologique caractérisant la phase initiale d'une réflexion sur la recherche de l'identité noire. Mais dans ce processus dialectique, après avoir restauré l'homme noir et les civilisations africaines dans leurs droits, il fallait s'engager politiquement. La négritude se transformait dans la foi en idéologie pragmatique et fut de ce fait objet de critique de la part des marxistes antillais, étonnant d'une nouvelle approche du monde caribéen. Mais personnellement, je pense que la réflexion de Césaire sur la recherche de l'identité noire et la dialectique employée répondait, et cela incontestablement, à un besoin, voire une urgence du moment. Car ce peuple a été tellement aliéné, assimilé, qu'ils ont perdu toute notion de conscience de leur place et rôle au sein même de l'humanité. Et ce n'est sûrement pas le grand égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop, là-haut dans les étoiles, dont la thèse fut refusée à la Sorbonne, qui dirait le contraire. Pour revenir à Aimé Césaire, permettez-moi de vous livrer quelques extraits. Il y a une raison nègre, il y a une sagesse nègre, il y a une philosophie nègre, il y a un art nègre. C'est une découverte très tardive. Il s'agit de rappeler une Afrique oubliée, déformée et moquée. En finir avec un exotisme
superficielle. Et là, je vous livre quelques passages dans ce livre de Césaire sur l'identité. Une identité réconciliée avec l'universel. Il n'y a jamais d'emprisonnement dans une identité. L'identité est un enracinement. Elle est aussi passage universel. D'ailleurs, je me rappelle toujours cette phrase de Hegel, à laquelle je suis resté fidèle. La dialectique du maître et de l'esclave, l'idée du singulier et le rapport entre le singulier et l'universel. Ça va et vient perpétuel et nécessaire, l'un régissant l'autre. Hegel, expliquant que le singulier n'est pas l'opposition à l'universel, que ce n'est pas par la négation du singulier que l'on va à l'universel, mais c'est par l'approfondissement du singulier que l'on va à l'universel. Donc, par conséquent, nous étions bien loin des conceptions de l'universel dont on se repère en Europe. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on était nègre. Au contraire, je me disais, plus on est nègre, plus on sera universel. C'était un renversement. Et nous passons aussi à des bribes. Et je vais vous livrer quelques parties dans Europe. J'étais irrité par la bonne conscience de l'Europe. L'Europe est toujours contente d'elle-même. Elle colonise, mais c'est pour civiliser. Elle déporte les nègres, mais c'est pour les faire accéder à un stade supérieur de civilisation. Et finalement, ils sont bien plus heureux que dans ces colonies antillaises, que dans leur Afrique barbare. Et tout le reste est comme ça. Je me suis pris aux Européens, européocentristes, qui considèrent que la voix européenne est la seule qui doive et qui puisse se faire entendre. En même temps, le silence est imposé aux voix d'autres civilisations et d'autres continents. Je crois que, à l'heure actuelle, les Européens eux-mêmes se rendent compte que ce serait un désastre pour le monde. Et nous avons une dernière citation. Négritude, on en revient. Jusque-là, nous sommes dans la négritude. Depuis longtemps, nous sommes dans la négritude. Elle n'est pas celle de Senghor, mais c'est aussi celle de Senghor. C'est la réappropriation de nous-mêmes par nous-mêmes. L'assimilation, c'est ça l'ennemi. L'aliénation, c'est ça l'ennemi. Par conséquent, il faut redevenir, reprendre possession de son bien, de ses valeurs. Qu'est-ce que Senghor a fait? Il a rappelé ses valeurs. Ça remonte à la naissance même de l'humanité. Ça nous ramène au bord du Niger. Ça nous ramène en Éthiopie. Ça nous ramène à la naissance de l'homme. C'est ça, ce prolongement dans le temps et dans l'éternité. C'est ça la négritude. Et les valeurs qui en sont nées, c'est ce que Senghor appelle les valeurs nègres. Senghor est le fondateur de la négritude. J'en suis un peu aussi le fondateur. Nous sommes des cofondateurs. Mais il s'agit bien de la même négritude. Il est tout à fait évident que la négritude de l'Antillais à la reconquête de son être ne peut pas être exactement la négritude d'un Africain enraciné dans son être, qui n'a jamais douté de son être. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux tempéraments, deux conditionnements
différents. Mais on ne saurait négliger l'apport de Jean-Paul Sartre, qui dans Orphée Noire, et aussi publiant ses considérations sur la négritude, dans une préface à l'anthologie de la poésie nègre et malgache, éditée par Senghor. Il explique la situation des poètes noirs. Qu'est-ce que les Français attendaient d'eux? Il interprète la situation interhumaine à partir du regard, du voir et de l'être vu. Celui qui regarde domine le regard, et celui qui est exposé au regard, lui, est livré. Le blanc a joui 3000 ans du privilège du voir sans qu'on le voie. Il était regard pur. L'homme s'est toujours considéré comme un représentant de la vérité, de la lumière et de la vertu. Et là, nous avons une photo de Jean-Paul Sartre, à côté de Paul Niger, ce poète guyanais. Parce que Sartre donne une citation de Paul Niger, juste un petit moment. Et je cite toujours Jean-Paul Sartre. Et voilà qu'un changement radical s'est produit. Désormais, c'est le noir qui regarde. Des torches noires éclairent le monde et nos têtes blanches ne sont plus que des petits lampions balancés par le vent. Et il cite un poète noir que nous avons trouvé qui c'était, Paul Niger. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases de vin noir. La négritude objective s'exprime par les mœurs, les arts, les chants et les danses des populations africaines. Aimé Césaire descendra le chemin royal de son âme, le dos tourné au fond de la grotte, pour toucher enfin de ses pieds nus l'eau noire des songes et du désir. Désir et rêve feront danser les mots comme des épaves et les jetteront pêle-mêle fracassés dans la rive. C'est pendant les siècles de l'esclavage que le noir a bu la coupe de l'amertume jusqu'à la lie. Et Sartre poursuit. La négritude est dialectique. Elle figure le dépassement d'une situation définie par des consciences libres. Il insiste sur l'importance qu'elle a pour la conscience de la négritude. Elle est un appel à un don. Elle ne peut se faire entendre et s'offrir que par le moyen de l'œuvre d'art, qui est appel à la liberté du spectateur et générosité absolue. Fin de citation. Un peu plus loin, Sartre va se mettre dans la position des Noirs. Être noir, l'être est de feu. Nous sommes accidentels et lointains. Nous avons à nous justifier de nos mœurs, de nos techniques, etc. Puis il observe à juste titre que ces poésies n'ont pas été écrites pour nous, car elles se manifestent une prise de conscience des Noirs. Cette prise de conscience est révolutionnaire, et ça pose la question. Pourquoi n'y a-t-il pas une poésie révolutionnaire pour le prolétariat blanc? Si les minorités ethniques de l'Europe, qui ont lutté au cours du XIXe siècle pour leur liberté, ont pu s'exprimer dans leur langue nationale, les Hongrois en hongrois, les Irlandais en irlandais, les apôtres de la négritude sont quant à eux contraints de rédiger en français leur évangile. Un poète haïtien soulève cette plainte. Sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal?
d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Et ce sont ces mots qui vont terminer la partie avec notre Aimé Césaire. Et là, nous allons passer à un autre écrivain, philosophe, Édouard Glissant. Édouard Glissant, formé au lycée Schœlcher de Fort-de-France, il poursuit des études de philosophie à la Sorbonne et d'ethnologie au Musée de l'Homme. Ses premiers poèmes lui valent de figurer dans l'anthologie de la poésie nouvelle de Jean Paris. Premier prix Renaudot remporté en 1958 pour son premier roman La Lézarde consacre sa renommée. Cofondateur avec Paul Niger en 1959 du Front antillo-guyanais et proche des milieux intellectuels algériens, il est expulsé de la Guadeloupe avec deux Guadeloupéens, Daniel Matou, professeur de mathématiques, et Yvon Le Borgne, professeur de philosophie. Ils furent assignés en résidence en France, car selon le préfet de l'époque, ces individus troubleraient l'ordre public. Il publie en 1961 une pièce de théâtre, Monsieur Toussaint, et en 1964, un deuxième roman, Le 4e siècle. Rentré en Martinique en 1965, il fonde un établissement de recherche et d'enseignement, l'Institut martiniquais d'études et une revue de sciences humaines, ACOMA. Son œuvre n'a cessé de croître en ampleur et en diversité. De 1982 à 1988, il est directeur du courrier de l'UNESCO. En 1989, il est nommé Distinguished University Professor de l'Université de l'État de Louisiane, où il dirige le Centre d'études françaises et francophones. Depuis 1994, il est nommé professeur à la Cité universitaire de New York et fonde l'Institut du Tout-Monde en 2006. En juin 2008, il reçoit le doctorat honoris causa de l'Université de Carthagène des Indes en Colombie. À noter aussi de nombreux essais. Je ne vais pas tous les citer, mais notons tout de même Soleil de la conscience en 1956, avec une nouvelle édition chez Gallimard en 1997, Le discours antillais en 1981, aussi Quand les murs tombent, aussi Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi, coécrit avec Patrick Chamoiseau. Ça rappelle un peu l'époque où l'ex-président Sarkozy voulait parler de l'identité. Pour ce qu'il est de la poésie, La Terre inquiète, des lithographies de Wilfrid Olam, aux éditions du Dragon en 1955. Pays rêvé, pays réel, aux éditions du Seuil, en 1985. Le monde incréé, conte de ce qui fut la tragédie d'Askia, parabole d'un moulin de Martinique, aux éditions Gallimard. Et puis des romans, La Lézarde, La case du commandeur, Le Tout-Monde, et encore et encore. Pour Édouard Glissant,
le rôle de l'écrivain étant de fouiller par-dessous les apparences des clauses pour tenter de dégager les lignes de force. Il faut mettre en relation les lieux, les cultures, les imaginaires du monde. D'abord, chantre de l'antillanité, il a milité pour un enracinement fondamental dans les réalités du pays entier. Dans cette perspective, il s'est penché sur les phénomènes de créolisation linguistique, culturelle, qu'il a analysés et dont il a rendu compte en 1989 dans le discours antillais. Il reconnaît que la situation objective des Antilles, monde divisé par la colonisation, avait pu entraîner le besoin chez les intellectuels de se référer à une nouvelle souche commune, afin de retrouver par le biais de la négritude un certain équilibre. Pour lui, la justification de ce type de réflexion est liée à la nécessité historique de revendiquer pour les peuples métissés des Petites Antilles la part africaine de leur être si longtemps méprisée, refoulée, niée par l'idéologie en place. Mais la traduction de ce phénomène dans la théorie antillaise de la négritude apparaît finalement comme un aspect sublimé du détour. Or, le détour, c'est pour Glissant une attitude d'échappement collectivisé ou encore le recours ultime d'une population dont la domination par une autre est occultée. Il prend par exemple le mouvement d'immigration vers la France. C'est en France le plus souvent que l'Antillais se découvre différent de l'autre métropolitain et occidental. Ils prennent conscience de leur antillanité. Et là-dessus, il a entièrement raison. Ce que Glissant met en évidence dans son discours, c'est qu'il existe une différence entre les formulations africaines et antillaises de la négritude. C'est comme le disait Césaire tout à l'heure. La négritude africaine procède d'une multiréalité de cultures ancestrales, en même temps menacées, tandis que l'antillaise précède l'intervention libre de cultures exprimées à affirmer. Il a donc fallu un intense effort de généralisation pour que les deux formulations se rejoignent, mais cette généralisation généreuse n'a pu prendre en compte les situations particulières. Il faut donc éviter l'universel généralisant de la négritude, selon Glissant. Si on parle de culture métissée, comme la culture antillaise, ce n'est pas pour définir une catégorie en soi qui s'opposerait par là à d'autres catégories de culture pure, par exemple, mais pour affirmer qu'aujourd'hui s'ouvre pour la mentalité humaine une approche infinie de la relation. Le métissage, comme proposition, souligne qu'il est désormais inopérant de glorifier une origine unique, dont la race serait gardienne et continuatrice. L'histoire de la pensée philosophique antillaise montre qu'après une longue période où l'identité des Antillais avait été dissoute, puis perdue dans l'idéologie assimilationniste et le détour africain, voici le retour au lieu vrai. Désormais, les interrogations du monde sur l'être dans le monde passent par la reconnaissance de soi comme être métissé, inclus dans une multiplicité de relations, étant farouchement opposé à toute idée ayant pour corollaire un impératif de repli sur soi. Édouard Glissant est venu à proposer un concept censé pouvoir révolutionner les mentalités, tout en
tout autant que celle des autres peuples, le tout monde. Et là, je le cite encore, j'appelle tout monde notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et en même temps la vision que nous en avons. La totalité monde, dans sa diversité physique et dans la représentation qu'elle nous inspire, que nous ne savions plus chanter, dire, ni travailler à souffrance, à partir de notre seul lien, sans plonger à l'imaginaire de cette totalité. Les poètes l'ont de tout temps pressenti, mais ils furent maudits, ceux de l'Occident, de n'avoir pas en leur temps consenti à l'exclusive du lien quand c'était la seule forme requise. Maudits aussi parce qu'ils sentaient bien que leur rêve du monde en préfigurait ou accompagnait la conquête. La conjonction des histoires des peuples propose aux poètes d'aujourd'hui une façon nouvelle. La mondialité, si elle se vérifie dans les oppressions et les exploitations des faibles par les puissants, se devine aussi et se vit par les poétiques, loin de toute généralisation. La philosophie de Glissant est archipédique. Elle donne à voir l'état et la diversité du monde. Son concept de relation, d'identité-relation, sont une aide à sa compréhension. Multiples, diffractés et imprévisibles, le tout monde est un espace mouvant où les identités, les langues, les cultures se créolisent et disparaissent. C'est dans ce chaos monde que se forme une nouvelle humanité apte à faire face à l'imprévu. Et pour en finir avec le ghetto identitaire, il parle d'une constatation. Une grande partie du monde est travaillée en profondeur par un puissant phénomène de créolisation. En effet, les peuples s'opposent, se rencontrent, se brassent. Les Antillais, comme tous les peuples ayant une culture composite et métisse, sont en mesure d'apporter un point de vue appréciable quant au processus de créolisation, ainsi qu'une contribution non négligeable au débat d'idées qu'instaure enfin de résoudre ainsi certains problèmes se passant à l'échelle planétaire. Dans le rôle que leur histoire, souvent douloureuse, les a mis en mesure de jouer, les Antillais vont trouver enfin une vraie chance d'affirmer leur identité, de trouver un équilibre, mais au préalable. Ils doivent faire l'effort de ne plus tenir compte du discours autodestructeur qui les enferme dans le ghetto identitaire. Identitaire à racine unique et s'ouvrir sans réticence à la notion d'une identité grisonne, à racines multiples, plus conformes à leur formation en tant que peuple. L'identité racine unique est une émanation des cultures occidentales qui nous ont inculqué, mais dans aucune autre culture, on ne voit cette théorie centrale d'une identité racine unique. C'est en fonction de cette théorie que nous avons mené des luttes de décolonisation, et c'est pourquoi elles ont souvent été ratées. Il faut aujourd'hui lui substituer une politique de l'identité-relation. Pour Édouard Glissant, les Antillais doivent maintenant se définir de façon positive et intérioriser le fait que la multiplicité de leurs racines constitue une chance, un tremplin vers une excellente compréhension d'eux-mêmes et des autres. Ils doivent en finir avec l'illusion qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Si l'affirmation de leur identité est primordiale, ils ne doivent pas oublier que cette affirmation, pour être viable, doit tenir compte des données de leurs relations avec les autres afin de marquer de leurs empreintes cette relation qu'il leur faut renoncer à subir. Fin de citation. Nous avons plus haut
avec Jean-Paul Sartre, vu que c'est pendant les siècles de l'esclavage que le noir a bu la coupe de l'amertume jusqu'à la vie. C'est aussi avec les siècles de la colonisation et de l'aliénation qu'il a travaillé sa méfiance non pas vis-à-vis des Blancs seulement, mais envers ses propres frères et tous les autres. Combien de fois trompé, dénoncé, trahi, alors qu'il s'est accroché à l'illusion qu'il pouvait se suffire en lui-même. Je comprends les raisons qui font que Glissant dénonce cette position, car il faut tenir compte incontestablement des relations avec les autres, dans un profond respect, sachant que chaque individu est unique, même au sein d'une même famille. Et c'est dans la relation que l'on prend conscience aussi de soi, car c'est l'ouverture, donc l'évolution vers le monde, vers l'humanité. Et c'est sur ces mots d'humanité que nous terminerons avec Édouard Glissant. Et là, nous passons à Frantz Fanon. Frantz Fanon, né à Fort-de-France en 1925, il s'engage encore jeune homme dans les forces de la France libre pour la libération de la France face aux nazis. De retour en Martinique, il passe son bac. Vous vous rendez compte? Il n'avait même pas passé son bac, il est allé libérer la France. Il obtient une bourse et part faire des études de médecine, tout en suivant des études de philosophie et de psychologie à Lyon. Il dirige le journal étudiant Tam Tam et participe à de nombreuses mobilisations anticolonialistes. Son expérience de noir au sein de la société française et de ses observations en Algérie, où il avait passé quelque temps après une blessure dans les Vosges pendant les combats contre l'occupant. Par la suite, en 1952, il écrit Peau noire et masque blanc, là où il dénonce le racisme et la colonisation linguistique. En 1953, il est médecin-chef à l'hôpital de Blida, en Algérie, et introduit des méthodes modernes de sociothérapie aux psychothérapies qu'il adapte à la culture des patients. Sa volonté de désaliénation, de décolonisation du milieu psychiatrique algérien s'oppose aux thèses de l'école de la psychiatrie en Algérie, qui, elle, suivait le modèle occidental. Pour Fanon, c'est plutôt la colonisation qui entraîne une dépersonnalisation qui fait que l'homme colonisé, un être infantilisé, opprimé, rejeté, déshumanisé, acculturé, aliéné, propre à être pris en charge par l'autorité colonisatrice. L'indigène apprend à rester à sa place, à ne pas dépasser ses limites. C'est pourquoi leurs rêves sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va d'abord la manifester contre les siens. Et là, je vais vous livrer une page de Fanon. Aujourd'hui, notre société développée engendre de même des tas de maladies mentales, parce que l'homme y est arraché à lui-même. Et plus que cela, ce n'est qu'un objet destiné à consommer. À des milliers d'années-lumière de l'état de sujet, l'ordre socio-économique existant en Occident, mais aussi ailleurs, partout, contrairement aux espoirs de la conclusion de Fanon dans Les damnés de la terre, peut faire de l'homme un déchet, un superflu, que ce soit à Pôle emploi ou dans des bidonvilles jusque sur le trottoir de Paris, la ville dite lumière. Eh bien, des êtres dits normaux dans notre société sont en fait de grands malades. Mais il se trouve que leur pathologie sert à l'ordre existant, le fait fonctionner. L'aliénation est loin de résider seulement dans les services psychiatriques. Et je vous livre encore quelques mots de Fanon
L'Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme, tout en le massacrant partout où elle le rencontre. Et aussi, toujours Fanon, pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Et il dénonce une force, l'attitude des dirigeants africains, ralliés à la communauté française, et s'interroge sur les causes de l'agissement des bourgeoisies nationales devant le système colonial. Elles sont uniquement dédiées à la défense des intérêts du colonialisme. Au moment de concéder l'indépendance, les puissances coloniales transmettent le pouvoir à des bourgeoisies asservies qui prennent le rôle de gérants des entreprises de l'Occident. Pour Fanon, la décolonisation serait effective dans ces pays que sur le plan culturel, alors que le colonialisme se maintiendrait sur le plan économique. Et l'histoire lui donne raison. Il considère par ailleurs que l'indépendance nationale n'a de sens qu'en intégrant les questions sociales, qui déterminent ce qu'il nomme le degré de réalité, accès au pain, à la terre, au pouvoir par les classes populaires. Il milite également en faveur du panafricanisme, de l'internationalisme, de la lutte algérienne. Dès ses premiers écrits, Fanon n'a cessé de référer à Jean-Paul Sartre, notamment à travers la réflexion sur la question juive, Orphée noir et l'être et le néant. En 1960, qu'il rencontre Sartre, il interrompt son régime de travail pour passer 3 jours avec Fanon. L'admiration est réciproque, comme le raconte Simone de Beauvoir. Fanon avait énormément de choses à dire à Sartre et de questions à lui poser. C'était une rencontre sauvage. Peu après atteint de leucémie, il se fait soigner à Moscou. Puis en 1961, près de Washington, où il meurt le 6 décembre 1961. À l'âge de 36 ans, quelques mois avant l'indépendance algérienne. Son épouse, dite Josie, décède le 13 juillet 1989. Pour David Massé, professeur honoraire à l'université de Nottingham, plus on s'éloigne de la mort de Fanon, plus il semble d'actualité. Colonisé descendant d'esclaves, Fanon demeura dans chaque ligne qu'il écrivit. David Massé libère l'auteur des damnés de la terre, des mythologies dans lesquelles son personnage a été trop souvent enfermé. En effet, l'œuvre de Fanon est douée d'une extraordinaire fécondité. En hommage à son travail en psychiatrie et à son soutien à la cause, 3 hôpitaux en Algérie portent son nom. Toutefois, la reconnaissance de Fanon fut très tardive en France pendant des années. La position de Césaire pour qu'une avenue porte son nom à la Martinique fut rejetée de bien nombreuses fois. C'est en 1982, sous l'impulsion de Michel Manville, avocat au barreau de Paris, qu'un mémorial international colloque pour le jour. Mais aujourd'hui, la reconnaissance de Fanon dépasse la Martinique et l'Algérie. Fanon est honoré dans de nombreux pays, Italie, Nigeria, États-Unis et ailleurs. L'association de l'Amourier à Nice avait fêté 3 jours pour Fanon l'année dernière. Il est devenu le maître à penser pour de nombreux intellectuels du tiers-monde et a inspiré des mouvements de libération en Afrique et aussi le mouvement des Noirs aux États-Unis. Les principales universités anglo-saxonnes le tiennent pour un penseur majeur. Les philosophes multiculturalistes Charles Taylor, Will Komulia ont affirmé plusieurs fois s'inspirer des travaux de Fanon, précurseur du multiculturalisme. Et maintenant, je vous livre encore Fanon. Je vais retourner à nouveau à cette pancarte que disait Marie-Jeanne Manuelan. Cette femme, c'est elle qui a tapé le texte des damnés de la terre
Elle a fait une pancarte avec ces mots de Fanon, sur lesquels je vais terminer. L'Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre. Eh bien, cette femme qui a écrit ce livre, Marie-Jeanne Magellan, elle a été infirmière à l'hôpital de Blida, sous la direction de Frantz Fanon. Et donc, c'est elle qui a écrit ce livre sous la dictée de Fanon, où elle cite des passages des damnés de la terre. Et bien maintenant, nous passons à Patrick Chamoiseau, après Fanon. Patrick Chamoiseau est né le 3 décembre 1953 à Fort-de-France. Il fait des études de droit à l'économie sociale en France. Il a beaucoup collaboré pour les recherches et publications sur la créolité avec Jean Bernabé et Raphaël Confiant. Auteur de nombreux romans tels Chronique de cette misère, Solibo magnifique, Texaco ou encore Biblique des derniers gestes en 2002. Aussi des contes et légendes de la Caraïbe, des essais parmi lesquels Écrire en pays dominé en 1997. En 1986, prix Kléber Heidens. En 1987, prix international francophone Lois Masson. En 1992, prix Goncourt pour Texaco. 1993, prix Carbet de la Caraïbe. En 2008, prix RFO. En 2010, il est commandeur des arts et des lettres, puis collaboration au catalogue de l'exposition Les Bois Sacrés de Serge Lénon au musée d'Appert à Paris. Je vous livre quelques extraits de Patrick Chamoiseau à Serge Lénon. Amio, je vois en toi tout le monde américain, en ces inédits éclaboussés d'Afrique. Je te vois exprimant cette exigence de te voir tout refaire. Je te vois dans cette nécessité d'avoir à deviner ce que nous avons encore du mal à conceptualiser. Le monde en nous qui change et qui nous change, et dans lequel nous devons essayer de ne pas nous perdre tout en allant au risque. Cette fluidité qui nous emporte et dans laquelle nous devons inventer quelques points, sinon fixes, mais référentiels, comme d'indéfinissables oasis de beauté dans le trouble d'une forge. Et je salue en toi ceci. La vision qui assemble ses éclats dans l'obscur et le geste fondateur, bien affairé aux océans de la diversité. Cette tragédie, nous l'avons en nous, nous créoles américains. Nous la portons secrète, douloureuse, insu réactivée, soudain, devant les assemblages d'éléments. Fin de citation. Et je termine sur cette citation, Patrick Chamoiseau, pour passer à un autre auteur, maintenant de Guadeloupe, Daniel Maximin. Daniel Maximin qui a fait une biographie de Césaire, j'en ai cité quelques lignes quand nous avons parlé de Césaire. Alors voilà Daniel. Et je vais vous livrer quelques bribes de Daniel. Enfin, je dis Daniel parce qu'on se connaît tellement bien. Voilà, ma Caraïbe est-elle un archipel d'îles roseaux, né de la résistance aux chênes, brûlant les racines absentes
en un feu sans foyer posé fier sur 3 roches, pour bricoler une humanité neuve et se forger des cœurs de 4 vents sans disperser. L'Europe, par erreur, sans son humanité. L'Afrique en friche d'échardes et de rayons. L'Asie plus tard migrée. L'Amérique par et pour nous-mêmes recouvrée. 4 continents pour édifier une île. Antilles, elles Amériques, c'est là que je suis né. Fin de citation. Né à la Guadeloupe en 1947, il est romancier, poète et essayiste. Après des études de lettres et sciences à la Sorbonne, il débute comme professeur de lettres à Orly, puis chargé de cours à l'Institut d'études sociales. Il fut directeur littéraire aux éditions Présence africaine et producteur de l'émission Antipode sur France Culture. De 1989 à 1997, il est nommé directeur à la DRAC en Guadeloupe. Puis rentre à Paris en 1998. Il est chargé d'organiser la célébration nationale du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il a été commissaire général de l'exposition L'âme Picasso. Parce que Picasso et l'âme c'est un... Voilà, ici l'âme, c'est un artiste cubain. Et vous avez Picasso de l'autre côté, que vous avez dû reconnaître. Et cet artiste cubain, l'âme, il avait un atelier, il a étudié à Barcelone, il a vécu à Barcelone et il a aussi eu un atelier à Paris, pas loin de la gare Montparnasse. Et donc, il a très bien connu Picasso et pas mal d'autres. Et il a travaillé sur une peinture gigantesque qui s'appelle La Jungle, que j'ai vue à Cuba, au musée d'art moderne de Cuba. Et à sa mort, Fidel Castro lui a fait des obsèques nationales. L'âme est peu connu en France, mais c'est un artiste d'une envergure assez large. Il est connu dans les milieux à Paris et il a énormément travaillé sur la France, sur Paris, en Europe. Et aussi dans les Caraïbes, il avait une tante qui était une prêtresse Yoruba. Yoruba, c'est une religion hispanique, comme on en trouve à Saint-Domingue, à Porto Rico, à Cuba. Vous avez les Yoruba, vous avez les Candomblé, la Santeria et le Vaudou. Le Vaudou, on le retrouve plutôt en Haïti. Et chez les hispaniques, c'est beaucoup les Yoruba. Les Yoruba, c'est une religion, mais c'est aussi une ethnie. Une ethnie qu'on trouve surtout à Porto Rico et à Cuba, les Yoruba. Il y a des rites, des rituels qui se font assez souvent jusqu'à maintenant. Et en parallèle avec le vaudou, je tiens à faire cette précision parce que quand on parle de vaudou, ou les gens qui parlent de vaudou ici, ont toujours une certaine connotation. Et ça me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une exposition 109 avec des amis et je voulais faire une installation. Et il y a un ami artiste qui arrive et qui me dit, tiens, mais il n'y aurait pas un peu de vaudou dans ton truc, hein? Alors pour lui, c'est maléfique. Il disait ça rigolant, mais bon, c'est un peu la majorité que pensent beaucoup d'individus ici quand ils parlent de vaudou. Et c'est encore l'aliénation et le début, quand les missionnaires avaient débarqué en Afrique et dans les Caraïbes, tout ce qui représentait l'Afrique et les Noirs en général, comme on disait tout à l'heure, c'était le diable. Donc c'est resté encore dans les mentalités. Et c'est un peu dommage. Alors, tout ça, c'était pour agrémenter l'âme de l'artiste cubain. Daniel Maximin avait monté une exposition à Paris
l'âme Picasso pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Alors, la création poétique, dit-il, je parle de Daniel Maximin, est à l'origine de toute ma création littéraire, y compris dans les romans, par le souci de privilégier la musique et les rythmes qui, dans notre Caraïbe, associent les mots du poème à la danse et au chant. La poésie comme parole due, architecture de racines et de feuilles envolées, jusqu'à la chute solaire du fruit de création. Ces ouvrages sont traduits en anglais, français, espagnol, allemand, portugais, Grand Prix Maurice Genevois de l'Académie française, Grand Prix des Tropiques en 2004. Il a publié de nombreux romans aux éditions Gallimard, aux éditions du Seuil et Présence africaine, notamment L'Isolé Soleil, Soufrière, Césaire et l'âme, Insolite bâtisseur aux éditions HC en 2011, et Les fruits du cyclone que nous avons ici. C'est une géopolitique, poétique, pardon, qui parle de la Caraïbe. Alors, toujours Daniel Maximin, qui dit « Tu deviens un fruit assez mûr pour accueillir, prends possession de tes découvertes et accepte. Accepte tout, tout ton être, avec ses noyaux. Surtout ces noyaux, ce sont les cailloux de ton chemin. Sa chair, sa peau, sa couleur, sa parole. Adhère, oui, à tes racines de fidélité, tes feuilles de liberté, tes fleurs d'imagination. Surtout, n'oublie pas, dans l'eau, les reflets de l'enfance. Préserve à tout âge, d'abord la vertu d'enfance, celle qui fait les renaissances adultes, qui empêche de feindre le rire, les larmes, mais qui laisse rire et pleurer, une danse sous-marine, un déluge de secrets, une embellie de confidences. Accepte, accepte tout ce que tu peux de ton trésor. Ensuite, donne-le. Plus tu donnes, plus tu es. Prends exemple sur l'eau et donne en pointillé comme la pluie, en pudeur comme la source, en voix comme la mer. Il y a mille manières d'avancer, souterraines ou déferlées, de pleuvoir sucré-salé, de pleurer joies et peines, de saigner, d'uriner, de couler tiède de sperme, de sueur, de salive ou de lait. Calcule tes forces et fais confiance à ta fragilité. Chaque vague touche au destin d'un autre. Et nous terminons avec Maxime. Pour aborder Madame Maryse Condé. Maryse Condé, c'est aussi une Guadeloupéenne. Elle est née à Pointe-à-Pitre en 1937. Elle part étudier à Paris, à la Sorbonne, puis a publié de nombreux romans historiques sur la traite des Noirs et l'esclavage. Elle épousa Mamadou Condé, un acteur sénégalais, en 1959. Puis, elle enseigne en Guinée, au Ghana, au Sénégal. Elle fut aussi journaliste à la BBC et en France. Elle divorça en 1981 et épouse Richard Phillops, le traducteur de la plupart de ses romans vers l'anglais. Après de nombreuses années d'enseignement à Columbia University, elle partage son temps entre la Guadeloupe et New York. En 1993, elle fut la première femme à recevoir le prix Petersburg, décerné aux États-Unis à un écrivain de langue française. Puis, en octobre 2018, elle remporte le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre.
Les romans de Maurice Condé explorent les problématiques de race, de sexe, de culture, dans différents lieux et époques, dans Moi Tituba, Sorcière ou encore La vie sans fond. Le dernier roi mage, Hugo le Terrible, La traversée de la mangrove, qui trace une page de l'histoire de la Guadeloupe, la lutte pour la liberté. Maintenant, nous allons conclure la partie littéraire. Et en guise de conclusion, on peut dire que désormais, il y a déjà quelque temps, cette littérature existe. En effet, chaque roman qui sort, à l'image de Estelle Sarabul, son premier roman a eu de nombreux prix. Elle est venue à Nice présenter son roman à la librairie Masséna. Tous les romans qui parlent de négritude, antillanité, créolité, sont les thèmes majeurs dans l'histoire proche contemporaine qui marquent la création littéraire à la Guadeloupe, à la Martinique et la Guyane. Mais n'oublions pas que Haïti a donné naissance à un bon nombre d'écrivains de grand talent, tout comme la Réunion et l'île Maurice. À la Réunion et à l'île Maurice, vous avez Loïs Masson et Marie-Thérèse Humbert, et aussi Jean-François Samlong et Axel Covin de la Réunion. La singularité de ces sociétés caribéennes, sociétés créoles, sociétés métisses, ainsi produisent de nouvelles formes syncrétiques ouvertes sur le tout monde. Ce syncrétisme culturel est un élément non négligeable qui rehausse l'esprit de créativité, de partage et de tolérance dans ce bassin caribéen. Alors, nous venons de terminer avec la partie littéraire.